Au XXIe siècle commence l'histoire d'un jeune garçon qui, à seulement 16 ans, a décidé de quitter sa terre natale pour se rendre dans une ville lointaine et prometteuse, Détroit. À cette époque, seul le chemin de fer, reliant villes et pays, ainsi que les carrosses tirés par des chevaux, circulaient dans les rues étroites des villes et des villages. Les premières voitures restaient un luxe réservé aux riches et aux célébrités, principalement utilisées pour les courses et la démonstration de vitesse, et non pour les déplacements quotidiens. C'est dans cette époque, alors que les moyens de transport en étaient encore à leur balbutiement, que cet adolescent fit son premier pas vers l'avenir. Il quitta résolument la ferme familiale où il avait grandi pour se diriger vers la ville qui allait bientôt devenir le centre de l'industrie automobile mondiale. Toute une vie plus tard, il serait impossible de concevoir cette ville sans lui. Il y fonda une entreprise qui transforma radicalement l'évolution des voitures, remettant en question le concept même de transport et ses modes de fabrication. Des années plus tard, lorsqu'il atteignit l'âge mûr, la moitié des automobiles dans le monde portaient déjà son nom, témoignant de son travail et de ses inventions. Ce garçon, futur grand inventeur et industriel, nommé Henry Ford, l'une des figures les plus célèbres de l'histoire des États-Unis, c'est de son destin et de ses métamorphoses idéologiques que nous parlerons ici. Henry Ford est né en 1873, dans une famille de fermiers, dans une ferme située aujourd'hui dans la ville de Dearborn, dans le Michigan. Son père, William Ford, possédait une ferme où toute la famille vivait, travaillait et se recueillait. Cette ferme en était le cœur et la fondation. Henry était le plus âgé des 6 enfants, et il était destiné à hériter de l'exploitation familiale, à prendre en main la gestion de la ferme. Mais, malgré cela, il ne ressemblait en rien à son père par son caractère et ses aspirations intérieures, et il n'éprouvait aucun intérêt pour le travail agricole. Le travail rural à cette époque représentait une tâche lourde, monotone, demandant beaucoup d'efforts, de temps et de patience. Il était lent et physiquement éprouvant. Henry essayait d'aider dans l'exploitation, mais toute l'idée de se consacrer à l'agriculture lui semblait ennuyeuse et épuisante. Il disait « Je n'ai jamais éprouvé un amour particulier pour la ferme. Ce qui me tenait le plus à cœur, c'était autre chose, précisément les gens et les machines. » Il aimait particulièrement sa mère, qui, comme il le confessait plus tard, était une source d'inspiration et de chaleur pour lui. Comme beaucoup de garçons de son âge, il n'aimait pas particulièrement l'école et ne termina pas jusqu'à la 8e classe. À la place, il préférait découvrir le monde par lui-même, sans suivre un programme strict. Il étudiait tout ce qu'il pouvait trouver. Sa première passion fut la mécanique. Il s'intéressait à tous les mécanismes et aux pièces en mouvement. À 12 ans, comme cadeau de son père, il reçut une montre de poche et, en la démontant, apprit rapidement à retirer et remonter le mécanisme, découvrant sans difficulté tous les mystères de leur fonctionnement. Il devint habile à réparer les horloges chez lui et réussit même à en tirer un revenu, aidant ses voisins et amis de la famille. Ainsi, il acquit la réputation d'un horloger compétent. Lorsqu'il eut 13 ans, il vit pour la première fois une machine à vapeur lors d'une excursion scolaire dans l'une des entreprises de Détroit. Ce moment fut le début de sa passion. Il développa un nouvel intérêt qui, avec le temps, se transforma en une obsession pour l'ingénierie. Pendant les années suivantes, il consacra chaque jour à l'étude des machines et des mécaniques. À 14 ans, il conçut sa propre machine à vapeur, le tout premier prototype, sur lequel il put réaliser ses idées d'amélioration de tels appareils. Toutefois, le destin réserva à son jeune inventeur un coup dur. Sa mère, Maria Ford, mourut tragiquement des suites d'une maladie soudaine. La disparition de sa mère bouleversa profondément Henry. Il était très attaché à elle. Ils étaient liés par une profonde proximité émotionnelle. La perte maternelle fut une épreuve difficile pour lui, et son rapport à la vie à la ferme changea brusquement. Il commença à détester toute la ferme, associant ses souvenirs d'elle à cet endroit. Finalement, la vie à la ferme lui sembla trop monotone et remplie de tristesse, et il eut envie de s'évader, de trouver son bonheur et de réaliser ses rêves. À 16 ans, contre la volonté de son père, Henry fit ses valises et quitta la ferme familiale, décidé à suivre sa propre voie, à bâtir un nouvel avenir et à découvrir de nouveaux horizons. Il devait faire un choix crucial, tout laisser derrière pour commencer une nouvelle vie.
Le contexte évoluait rapidement. L'industrialisation s'accélérait et à Détroit, renommée pour ses usines automobiles, se produisaient des événements révolutionnaires. La ville devenait de plus en plus un centre de progrès grâce au développement des machines à vapeur et des nouvelles technologies. Elle attirait chaque minute de plus en plus de jeunes ingénieurs et inventeurs désireux de réaliser leurs idées. C'est ici, alors qu'il avait un peu plus de 16 ans, que Henry eut l'opportunité non seulement de commencer une nouvelle vie, mais aussi de redéfinir entièrement sa vision et son destin. Il décida de se plonger dans l'étude des mécanismes les plus complexes et mystérieux pour devenir un professionnel à l'avenir. Dès le premier jour, il trouva un emploi dans une entreprise de fabrication de tramways, connue sous le nom de Michigan Car Company, où il fut amené à découvrir la production de trains de rue et de transport électrique. Cependant, cette première expérience fut plutôt difficile. Seulement 6 jours après le début, il fut licencié parce qu'il n'avait pas répondu aux attentes de la direction et se révélait insuffisamment préparé aux tâches qui lui étaient confiées. Ainsi, son chemin vers les sommets de l'industrie ne faisait que commencer, et chaque épreuve devenait une leçon importante sur la voie des futures réussites. Pendant longtemps, Louis a travaillé dans divers secteurs, accumulant progressivement de l'expérience et élargissant ses compétences, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi d'apprenti dans l'atelier de la firme James Flower & Brothers, spécialisé dans la fabrication et la réparation de machines. Là, il gagnait seulement 2,60 $ par semaine, ce qui était manifestement insuffisant, même pour payer un loyer modeste. Mais, malgré ses revenus modestes, Louis ne se décourageait pas et saisissait toutes les opportunités de développement. Au fond de lui, brûlait une passion pour la technique, qu'il portait depuis son enfance, et il ne perdait pas de temps inutilement. C'est pourquoi il trouva un petit job de nuit. Il devint bijoutier, chargé de nettoyer et réparer des montres. Ce travail lui prenait 6 heures chaque nuit, 6 jours par semaine, avec un revenu hebdomadaire de 3 $. En combinant plusieurs petits emplois, il s'efforçait de se constituer une base matérielle minimale. Mais, malgré tous ses efforts, il poursuivait ses apprentissages et ses expérimentations avec des machines pendant son temps libre. En 1872, à l'âge de 19 ans, Louis décida résolument de retourner dans sa patrie, le Michigan. Il n'aimait pas du tout l'agriculture et préférait passer son temps autrement. Il participait principalement à des jeux et expérimentait avec des mécanismes qu'il découvrait à la ferme. Il disposait d'un moteur à vapeur portable, acheté par son père. Ce moteur devenait chaque jour de plus en plus populaire parmi les fermiers, car il permettait de réduire considérablement leur travail dans les champs. Louis passait beaucoup de temps à étudier ce mécanisme et maîtrisait si bien son fonctionnement qu'il en tirait même des revenus en le faisant fonctionner chez ses voisins. L'un d'eux lui proposa 3 $ pour gérer son moteur à vapeur. Ce fut le premier succès notable de Louis dans la maîtrise des machines. Bientôt, son talent fut connu bien au-delà des environs agricoles, et son nom commença à circuler dans le comté. La réputation de ses compétences attira l'attention d'un représentant de l'entreprise Westinghouse Engine de Schenectady, dans l'État de New York, qui lui offrit un emploi. Ainsi, le jeune Louis fut embauché et se mit à voyager dans le sud du Michigan, installant et entretenissant les tracteurs à vapeur Westinghouse. En 1884, à l'âge d'environ 19 ans, le destin lui a offert un bonheur personnel. Il rencontra lors d'une fête du Nouvel An une jeune fille nommée Clara Jane Bryant, et bientôt ils échangèrent des alliances, apprenant à se connaître davantage et réalisant qu'ils étaient prêts à partager leur vie. L'année suivante, en signe de gratitude pour leur amour et leur fidélité, son père lui offrit 40 acres de terre. Cependant, il aurait été étrange de supposer que le jeune homme voulait utiliser ce cadeau pour une vie de ferme passionnante. Il avait d'autres idées et rêves, et ses projets n'étaient pas liés à l'activité agricole. En 1891, Luigi et Clara ont emménagé dans un petit appartement à Détroit. Là, se produit un événement important. Ils tombent pour la première fois sur une édition allemande, dans laquelle ils découvrent un article sur un nouveau type de moteur à combustion interne, appelé moteur à gaz. Ce moteur l'intéressait particulièrement. Il avait été produit en petite série par un ingénieur allemand nommé Nikolaus Otto, et par rapport aux machines à vapeur, il possédait des caractéristiques radicalement différentes. Il était beaucoup plus rapide,
plus économique et beaucoup plus simple d'utilisation. La différence principale résidait dans le fait que le démarrage de ce moteur ne prenait que quelques secondes, seulement une demi-minute, car tous les processus de combustion se déroulaient à l'intérieur du moteur, qui pouvait produire lui-même ses étincelles. En Europe, cette technologie gagnait rapidement en popularité, et l'ingénieur allemand offrait au monde une invention déjà disponible en petite quantité. Mais en Amérique, peu de gens connaissaient le moteur à gaz, et seulement quelques-uns avaient la possibilité de découvrir ce mécanisme. Parmi les chanceux se trouvait lui-même, Luigi, qui apprit par hasard que son voisin possédait une telle machine. En voyant cette nouveauté, il ressentit immédiatement un intérêt et tomba amoureux de cette idée. Cependant, comprendre précisément comment elle fonctionnait était beaucoup plus difficile, car le mécanisme s'enclenchait au moyen d'une étincelle produite par un système électrique. Cela lui posait encore plus de questions, car il connaissait peu l'électronique. Réalisant qu'il devait approfondir ses connaissances, il décida de faire un pas vers la nouveauté. Il postula comme ingénieur de nuit à la société Edison E-Lightning, offrant sa candidature à $40 par mois. À cette époque, cette entreprise était la plus grande de Détroit dans la production d'électricité, fournissant de l'électricité à environ 1000 maisons dans la ville. D'habitude, l'usine utilisait des moteurs à vapeur pour produire de l'électricité, et Luigi convenait parfaitement pour ce travail, car sa principale tâche consistait à réparer les pannes et les défaillances des systèmes. Lorsque le moteur fonctionnait sans problème, il lui restait souvent beaucoup de temps libre, qu'il utilisait pour ses recherches personnelles et son apprentissage. Peu à peu, il comprenait de mieux en mieux les principes du fonctionnement de l'électricité, ses mécanismes et ses systèmes. En 1893, il était clair pour lui qu'un avenir brillant l'attendait, lié au développement de nouvelles technologies et inventions, et sa passion pour la mécanique et l'électronique ne faisait que croître. Clara accueillit son premier et unique enfant, Edsel Bryant Ford. En seulement 3 mois après sa naissance, lors d'un moment déterminant pour le futur ingénieur, Henry fut nommé chef ingénieur, avec un salaire hebdomadaire de $100. La même année, un jeune homme talentueux et ambitieux atteignit une étape technique importante. Il conçut son premier moteur à gaz fonctionnel avec un réducteur. Cette avancée marqua le début de son rêve de longue date, créer une voiture sans chevaux, appelée hors-bord. Cependant, ce n'est qu'après un certain temps, précisément le four-juin 1896, dans les premières heures de la nuit, à 2h moins le quart du matin, qu'il acheva l'assemblage de son véhicule expérimental. Il nomma son premier modèle quadricycle. Ce quadricycle était une structure grossière, presque rudimentaire, basée sur 2 cadres de bicyclette placés côte à côte et reliés par une unité de puissance commune, un moteur à essence. Malgré le succès de l'expérimentation, où la machine pouvait se déplacer, elle présentait de nombreux défauts. Par exemple, il n'y avait que 2 vitesses, une pour avancer, une pour reculer, aucune ne permettant un mouvement pleinement efficace en avant ou en arrière. Mais le problème le plus épineux était l'absence totale de système de refroidissement. La machine avait tendance à surchauffer après un court démarrage. Henry travailla sans relâche pour éliminer ces imperfections. Il apporta de nombreuses modifications et l'une des plus importantes, l'installation d'un système de refroidissement, devint une mise à jour déterminante. Après cette étape, il vendit la voiture pour $20 en investissant les fonds dans son prochain projet majeur. Soutenu par le maire de Détroit, Henry se mit à la création d'une seconde voiture expérimentale. Son travail fut achevé en juillet 1899 et ce nouveau véhicule était beaucoup plus grand, robuste et lourd comparé au précédent. Un matin, lors d'un de ses essais, le jeune inventeur invita un riche industriel du bois nommé William Murph à effectuer un essai routier de sa voiture. À la fin de celui-ci, tout se déroula si rapidement que William déclara vouloir devenir partenaire commercial de Henry. Peu après, ils signèrent leur contrat et le 5 août 1900, par accord commun, ils fondèrent la Detroit Automobile Company. Hélas, seulement 1 an après sa création, cette entreprise échoua. Les principales causes en furent les désaccords concernant les améliorations à apporter à la voiture. La majorité des actionnaires et investisseurs insistaient pour produire des véhicules commerciaux pour le transport de passagers,
tandis que Henry poursuivait ses perfectionnements personnels. Un autre problème majeur concernait la chaîne d'approvisionnement. La plupart des pièces nécessaires à l'assemblage provenaient d'entreprises différentes, et lorsqu'une d'elles retardait la livraison, le processus de fabrication tout entier s'arrêtait, ce qui ralentissait considérablement la production. Pendant 2 ans, pendant lesquels il a travaillé, son premier modèle, appelé « fourgonnette de livraison », nécessitait 6 mois de fabrication, et seulement 20 de ces voitures ont été produites. À la suite de toutes ces circonstances, Henry a été licencié de son poste. Mais malgré l'échec de sa première entreprise et les difficultés rencontrées, il restait optimiste. Pour lui, la défaite n'était pas une catastrophe définitive, mais plutôt une opportunité de recommencer, cette fois de manière plus intelligente et mieux préparée. Il considérait cela comme une chance de réaliser de nouvelles ambitions. Henry était même assez content d'avoir perdu son emploi, car cela réduisait la pression et lui permettait d'explorer de nouveaux horizons. Il a décidé de se concentrer sur la course automobile, un domaine qui devenait de plus en plus populaire parmi les Américains. La course commençait à être reconnue mondialement comme un sport, et Henry souhaitait l'utiliser comme plateforme pour démontrer ses avancées techniques et la qualité de ses voitures. De plus, malgré ses relations avec des personnes influentes et aisées en ville, peu d'entre elles étaient prêtes à investir dans ses idées après l'échec de sa première entreprise. 1 an s'est écoulé, et sa nouvelle voiture de sport a montré des résultats impressionnants. Elle a surpassé sur la route la voiture d'Alexander Winton, un constructeur renommé, et même dépassé les meilleurs pilotes du pays. Sa voiture de 26 chevaux a fait sensation dans le milieu du sport automobile. Une telle popularité lui a donné la confiance nécessaire pour continuer à réussir, et bientôt, il a obtenu le soutien d'investisseurs pour lancer un nouveau projet. C'est ainsi qu'est née une seconde entreprise, plus ambitieuse et plus grande, Ford Motor Company, avec Henry à sa tête, désormais en tant qu'ingénieur principal. Quelques années plus tard, cependant, la situation est de nouveau devenue tendue. Henry continuait à développer ses idées, notamment dans la fabrication de voitures de course, ce qui irritait ses investisseurs. Il voulait qu'ils produisent des voitures en série pour le grand public, économiquement rentables et faciles à fabriquer. En réponse à leur demande, un autre homme est entré dans l'équipe, Henry Martin Leland, qu'on a chargé de gérer l'entreprise. Henry Ford a été très contrarié par cela. La sensation de perdre le contrôle et la sélection brutale d'un autre dirigeant l'ont fortement agacé. En conséquence, il a décidé de quitter la société, déclarant dans ses mémoires que sa décision avait été motivée par le désir de ne plus jamais obéir aux ordres de personne. Après le départ de Ford, Leland a pris sa place, et sous sa direction, une nouvelle voiture a été conçue, baptisée Cadillac. Au fil des années, déjà sans Henry Ford, le nom de l'entreprise a été changé de Ford Motor Company en Cadillac Motor Company. Pendant ce temps, Henry et son vieil ami, un ancien coureur cycliste nommé Tom Cooper, continuaient à créer et tester de nouvelles voitures de course. En 1902, ils ont développé un modèle appelé Ford 1999, doté d'une puissance de 80 chevaux. Cette voiture était conduite par le célèbre pilote Barney Oldfield, un ancien véliplanchiste qui n'avait jamais imaginé de sa vie qu'il pourrait prendre le volant d'une automobile. Son succès fut une véritable percée. Le modèle qu'il conçut reproduisit la victoire de Winton, et d'ici 1904, sa vitesse record atteignit 90 km/h. Dans les rues et sur les routes d'Amérique du XXe siècle, apparaissaient de plus en plus fréquemment des mécanismes à roues, qui impressionnaient non seulement par leur rapidité, atteignant 40 000 à l'heure, mais provoquaient également de véritables changements révolutionnaires dans le monde de l'automobile. Tout cela grâce à Henry Ford, un homme célèbre pour ses exploits records et ses victoires dans le domaine des courses automobiles, qui s'était définitivement affirmé comme le meilleur constructeur américain de voitures de vitesse. Sa réputation était si haute que les investisseurs n'hésitaient pas à remettre des fonds dans ses projets chaque fois qu'il préparait la création d'une nouvelle société. Parmi ceux qui s'intéressaient à lui et soutenaient ses initiatives, se distinguait particulièrement un homme d'affaires très froid et calculateur de Détroit, Alexander Young Malcolmson, un grand concessionnaire et investisseur. La continuité et la confiance des capitalistes permirent à Henry Ford de concrétiser rapidement son troisième projet
depuis la création de sa société automobile. Au départ, elle s'appelait Ford et Malcolmson Limited, mais en 2002, ce nom fut changé en Ford Motor Company. Après 2 tentatives infructueuses pour lancer une production réussie, il restait cependant déterminé à ne pas commettre une nouvelle erreur. Toute son attention était concentrée sur une tâche: créer une voiture accessible au grand public, et non seulement à l'élite riche. À cette époque, posséder une automobile revenait presque à un luxe, que peu pouvaient se permettre, car ces véhicules étaient conçus par des ingénieurs expérimentés et servaient principalement à la course, à la compétition ou à des circuits élitistes. Au début de sa nouvelle société, Henry annonça publiquement à ses partenaires et investisseurs: « Je veux fabriquer une voiture pour la majorité des gens, élaborée à partir des meilleurs matériaux et conçue par les meilleurs spécialistes, basée sur les solutions d'ingénierie les plus simples et compréhensibles d'aujourd'hui. Et tout cela à un prix que tout bon salaire peut permettre. » Il bénéficiait d'une grande capacité à repérer et à attirer les jeunes talents, partageant sa vision et ses idées. Toute son équipe était composée d'ingénieurs brillants et prometteurs, convaincus de son projet et déterminés à en faire une réalité. En ce qui concerne le design de la future voiture, Henry réalisa plus de 20 variantes différentes avant de créer le projet final, qui fut baptisé Modèle A. Au cours des 5 années suivantes, il perfectionna sans relâche ce modèle, tout en développant un nouveau, le modèle N, qui succéda au premier. Cependant, il est important de noter qu'au cours de cette période, les caractéristiques techniques ou l'apparence des voitures ne subirent pas de changements majeurs, contrairement aux étapes précédentes. L'essentiel était que le processus de fabrication connaissait une transformation radicale. En effet, l'une des leçons que Henry tira de ses échecs en affaires était l'importance cruciale du rôle d'un fabricant responsable. Il comprit la nécessité de disposer d'un fournisseur principal capable de fournir la majorité des pièces nécessaires à l'assemblage des voitures. C'est pourquoi il acheta une petite usine de mécano-trouvailles à Détroit pour qu'elle puisse jouer le rôle de principal fabricant de composants. Tout changea lorsqu'un jour, en voyage à Chicago, Henry assista à un processus de montage en ligne utilisé dans une usine de transformation de viande. À ce moment-là, lui vint une idée brillante: appliquer ce même principe à l'assemblage des automobiles. La capacité d'observer avec enthousiasme la chaîne d'action dans une autre industrie lui permit de réaliser qu'on pouvait considérablement augmenter la production quotidienne de voitures. Au début, dans les années 1910, la plupart des constructeurs automobiles, Ford inclus, montaient les voitures pièce par pièce, à la main. Cette méthode était extrêmement lente, ce qui rendait la fabrication d'un véhicule très longue. En 1913, Henry mobilisa des fonds supplémentaires et construisit sa propre usine. Plus de 300 employés y travaillaient déjà, et il commença à expérimenter l'introduction de la chaîne de montage directement dans ses ateliers. C'est en 1906 que le premier essai de production de masse du modèle N, utilisant le principe des lignes d'assemblage, fut lancé. Mais ce système n'était pas encore parfait. Malgré cela, à mesure que l'efficacité augmentait, la production s'enflamma et dépassa les niveaux initiaux de 5 fois, marquant une révolution dans l'industrie. La nouvelle voiture, conçue à partir de ces méthodes, conquit rapidement le marché américain et devint la voiture la plus vendue aux États-Unis. Mais Henry Ford, déjà couronné de succès, n'avait pas l'intention de s'arrêter là et poursuivait ses ambitions plus grandes encore. En 1921, il fonda sa propre société de production, afin de ne pas dépendre de sous-traitants extérieurs et d'avoir un contrôle total sur la fabrication de ses voitures. Pendant cette période, il découvrit et étudia de nouveaux matériaux, comme l'acier vanadisé, un alliage spécial capable d'améliorer considérablement la résistance des véhicules, les rendant plus fiables et plus durables. La découverte de Henry Ford dans les domaines de la métallurgie et des procédés de fabrication s'avéra véritablement décisive, non seulement pour sa société, mais aussi pour toute l'industrie automobile. À ce moment-là, une étape cruciale fut franchie. Les scientifiques et les ingénieurs découvrirent un moyen de renforcer le métal en le rendant 3 fois plus résistant que l'acier habituel, tout en étant considérablement plus léger. Grâce à cette avancée technologique, un acier exceptionnellement résistant et léger fut créé, constituant la base de la fabrication de nouveaux véhicules.
Henry décida de l'utiliser pour concevoir son prochain modèle, qui devint par la suite célèbre et entra dans l'histoire comme l'un des automobiles les plus populaires et emblématiques de tous les temps, le modèle T. Cette voiture incarnait l'idée de rendre le transport accessible au peuple ordinaire et révolutionna par la suite la conception de l'industrie automobile de masse. Lors de sa première présentation, le prix du modèle T semblait relativement élevé pour l'époque, s'élevant à environ 150 $. Converti en monnaie moderne, cette somme équivaudrait à approximativement 2000 $ modernes. Malgré ce coût relativement élevé, la demande pour cette voiture était exceptionnelle. En quelques jours seulement après son lancement, la modèle T suscita une popularité incroyable. Environ 15 000 commandes préliminaires furent reçues, preuve de l'intérêt élevé des acheteurs. Peu de temps après, Ford Motor Company devint la plus grande entreprise automobile des États-Unis, surpassant tous ses concurrents et consolidant sa position de leader sur le marché. Henry Ford comprit que pour continuer à croître et satisfaire la demande massive, il lui fallait construire une usine plus grande. En 1910, il fit ériger une nouvelle usine au sommet de la production automobile, à Highland Park, dans le Michigan. Il y réalisa de nombreuses expérimentations pour mettre en place le système d'assemblage le plus efficace. Finalement, en 1912, la nouvelle ligne de montage automatisée entra en service à plein régime. Cette méthode révolutionnaire de production permit de passer d'une approche traditionnelle, où les ouvriers assemblaient simplement des pièces autour de la voiture, à un système où le véhicule lui-même se déplaçait le long de la chaîne de montage. Il suffisait que l'ouvrier effectue une tâche précise, fixer un élément particulier, et l'ensemble du processus devint beaucoup plus rapide et mieux organisé. En conséquence, le temps de montage d'une voiture fut réduit de 12 heures à seulement 90 minutes, ce qui constituait une réalisation sans précédent pour l'époque. Une analyse succincte de l'efficacité de cette innovation montra qu'après quelques années, la production atteignait plus de 300 000 voitures par an, dépassant la production combinée de tous les autres constructeurs automobiles. En ce qui concerne la période intermédiaire, de 1910 à 1916, on peut dire que le nombre de voitures fabriquées passa de 20 000 à près d'1 million d'unités. À cette époque, environ la moitié de tous les automobiles sur la planète étaient précisément des voitures de la société Ford, ce qui témoignait de la forte intégration de son idée d'un véhicule accessible pour le grand public. Henry Ford, à cette période, avait élaboré un autre plan brillant destiné à rendre son entreprise unique sur le marché automobile. Il comprenait que, pour maintenir sa position de leader, il fallait constamment augmenter les volumes de production et réduire le prix des voitures. Chaque année, il augmentait la production du modèle T tout en réduisant son coût. Finalement, en 1916, le prix de cette voiture, initialement de 850 $, était tombé en dessous de 400 $. C'était un pas révolutionnaire qui ouvrait de nouveaux horizons à l'utilisation massive de l'automobile, accessible et bon marché. Toutefois, la stratégie d'Henry Ford ne se limitait pas uniquement à la baisse des prix. Un aspect essentiel de sa démarche était son rapport avec ses ouvriers, car ce sont eux qui fabriquaient ces voitures. À une époque où la majorité des employeurs ne montraient peu d'attention à leurs employés et utilisaient la main-d'œuvre comme moyen d'obtenir des profits maximaux, Ford faisait face à une situation inverse. Il comprenait que beaucoup de ses ouvriers étaient fatigués de la monotonie et de la répétition de leurs tâches, et certains artisans qualifiés se sentaient même insultés par le fait qu'on leur confiait uniquement l'assemblage de pièces, et non la construction complète d'une voiture. Pour résoudre ce problème, il prit une décision audacieuse, augmenter le salaire à 5 $ par jour, ce qui était considéré à l'époque comme un geste très généreux. De nombreuses entreprises concurrentes se moquèrent de cette démarche, estimant qu'elle conduirait à la faillite de son entreprise. Cependant, toutes leurs prédictions se révélèrent fausses, car, en réalité, cette politique entraîna un effet inverse. L'usine Ford vit affluer des ouvriers qualifiés, prêts à venir de tout le pays dans l'espoir d'obtenir un salaire décent. Ainsi, Ford établit un nouveau modèle de relation avec son personnel, basé sur le respect et la considération pour ses employés, ce qui devint la clé de son succès. Il déclara que son objectif était de rendre heureux et prospères environ 25 000 personnes, soulignant
nous croyons qu'il faut créer du bien-être et de la stabilité pour la majorité de nos salariés, plutôt que de suivre le concept selon lequel seuls quelques-uns géreraient d'énormes fortunes, et les autres travailleraient pour eux comme des esclaves. Ce fut une vision révolutionnaire de la responsabilité sociale en affaires, qui permit non seulement de renforcer son entreprise, mais aussi de modifier les idées générales sur les relations de travail dans l'industrie. Henry Ford ne se contenta pas d'augmenter les salaires de ses mécaniciens, qui travaillaient alors dans son usine, mais leur offrit également une heure de repos supplémentaire, ce qui changea profondément l'organisation interne du travail. Cette mesure lui a permis de passer à un système de travail en équipe plus efficace. Ces usines automobiles introduisaient désormais une troisième équipe, assurant une production 24 heures sur 24. Une telle démarche permettait de réaliser l'idée d'un fonctionnement continu de l'usine, sans temps mort ni interruption, ce qui augmentait considérablement la productivité. Peu après, de nombreuses entreprises automobiles concurrentes furent contraintes de suivre l'exemple de Ford et de mettre en place des schémas similaires pour ne pas perdre leurs travailleurs, dont de plus en plus étaient attirés par la prospérité de l'entreprise d'Henry. Cette approche révolutionnaire dans l'organisation de la production et la gestion des affaires a changé à jamais le marché de l'automobile et le secteur industriel dans toute l'Amérique. Inspirés par les succès de Ford, de nombreux entrepreneurs ont adopté une règle simple mais très importante pour tout mettre dans son domaine. Produire des biens de haute qualité tout en réduisant au maximum les coûts de production et en même temps verser à leurs employés des salaires plus élevés que ceux de la concurrence, afin de les fidéliser et de les motiver à travailler plus efficacement. C'est cette formule qui est devenue la conception fondamentale dans l'industrie de l'époque, et presque chaque grand homme d'affaires respectait cette règle dans sa quête de domination. À la fin de 1919, Henry Ford ressentit la fatigue des interventions d'autres investisseurs, détenteurs de parts dans sa société. Il décida de racheter entièrement leurs parts, ce qui conduisit à la formation de plusieurs nouveaux millionnaires à Détroit. Mais en même temps, cette décision fit de Henry Ford le seul propriétaire de la plus grande société automobile du monde, lui donnant un contrôle absolu sur tous les aspects de la production et de la gestion de l'entreprise. Plus tard, il nomma son fils, Edsel Ford, alors jeune homme de 22 ans, président de l'entreprise, mais la gestion effective restait entre les mains de Henry. Bien que cela lui assurait une influence totale et la liberté de prendre les décisions clés, ce niveau de pouvoir avait un prix que même le plus riche homme d'Amérique ne pouvait ignorer. Il croyait toujours que le modèle T, la voiture la plus demandée et adaptée à la majorité des gens, était le meilleur choix, et il ignorait la popularité croissante de modèles plus chers, mais aussi plus élégants, confortables et modernes, produits par des entreprises comme Chevrolet. Henry était un homme têtu et inflexible, difficile à persuader. Il n'écoutait pas les conseils de ses dirigeants, ni ceux de son propre fils Edsel, qui lui rappelait souvent qu'il était temps de créer un nouveau modèle. Cependant, malgré la persévérance et la détermination de Ford, à la fin des années 1920, il était évident que les ventes du modèle T commençaient à diminuer, et il ne faisait plus de doute que la machine Henry ne pouvait ignorer la baisse de la demande. C'est pourquoi, finalement, il prit la décision de fermer la chaîne de production de ce modèle légendaire et de lancer le développement d'une toute nouvelle voiture. La nouveauté, baptisée Modèle A, fut présentée au public en 1927, près d'une décennie après son prédécesseur. Cependant, contrairement aux anciens modèles, la fabrication de la nouvelle voiture ne se faisait plus dans la petite usine située à Highland Park, près de Détroit. À la place, l'entreprise fut construite dans un bâtiment plus spacieux et moderne, situé le long de la rivière Rouge dans le Michigan, où l'une des plus grandes usines du monde fut créée. Dans cette nouvelle usine, Henry Ford avait pour objectif d'intégrer toutes les étapes de la production, depuis le traitement des matières premières jusqu'à l'assemblage de la voiture finie. Il voulait créer un système entièrement automatisé et hautement efficace, lui permettant de contrôler chaque étape du processus en chaîne. Ces efforts furent couronnés de succès. L'usine devint la plus grande au monde, produisant simultanément de l'acier, du verre, des pneus et de nombreux autres composants nécessaires à l'assemblage des véhicules. Ce complexe permit de fabriquer des voitures en grande quantité, réduisant considérablement les coûts et améliorant la qualité des produits. Cependant,
Malgré toutes ces avancées, une caractéristique essentielle demeurait: la suprématie absolue de Ford dans la gestion de l'entreprise et la prise de décision. L'époque où une seule main, celle de Henry, pouvait déterminer le destin de toute la firme s'éloignait peu à peu, laissant place à la nécessité de déléguer les pouvoirs et de travailler en équipe. En 1936, après plusieurs années de transformation et de développement, la société Ford Motor Company n'occupait plus la position de leader sur le marché, mais s'était classée troisième en termes de vente et de popularité parmi les marques automobiles américaines. Ce déclin fut la conséquence logique du fait que les actions décisives d'une seule personne, même la plus puissante, n'étaient plus une stratégie suffisamment efficace dans un monde automobile en rapide mutation. Face à des géants de l'industrie automobile tels que General Motors et Chrysler, même les idées innovantes de Henry Ford, incarnées dans les derniers modèles de moteur V8, n'avaient pas permis de maintenir son statut de leader. Malgré les efforts continus pour développer et perfectionner les technologies, la situation ne faisait qu'empirer. Le temps passait, et avec la Grande Dépression, la situation chez Ford se compliqua encore davantage. Il dut recourir à des mesures de contrainte, telles que la réduction du personnel et la baisse des salaires. Ces mesures visaient à assurer la survie de l'entreprise durant les années les plus difficiles de la crise économique, qui avait littéralement détruit de nombreuses industries et vidé les marchés financiers. En 1943, son fils, récemment décédé, souffrant d'un cancer de l'estomac. Cette perte fut un coup émotionnel très dur pour Henry Ford, mais il continua de diriger l'entreprise encore 2 ans, s'efforçant de maintenir sa stabilité et de surmonter les difficultés. Ce n'est qu'après cela qu'il transmit la gestion du groupe à son petit-fils, Henry II, ce qui constitua une étape importante dans l'histoire de l'entreprise familiale. Après cela, Henry Ford se retira définitivement des affaires pour profiter du calme dans sa somptueuse demeure située au calme de ses terres. Ces dernières années furent remplies de réflexions et de quiétude, mais le 7 avril 1947, il mourut d'une hémorragie cérébrale, marquant la fin d'une époque dans la vie de l'un des hommes les plus influents de l'industrie mondiale. La vie d'Henry Ford fut une succession continue d'expériences et d'événements, chacun contribuant à sa croissance et à son développement. Malgré les épreuves, il soulignait souvent que ces difficultés aident chacun à devenir plus fort et plus sage. En grande partie parce que le monde a été créé pour forger le caractère, chaque coup du destin et chaque tristesse qu'il endura furent des leçons, l'amenant de plus en plus proche de la compréhension des sens profonds de la vie. En fin de compte, ce sont justement les défis et les échecs surmontés qui devinrent des étapes vers l'avant, l'aidant à continuer à avancer malgré tout. Aujourd'hui, la société Ford Motor Company occupe une place éminente parmi les plus grandes entreprises automobiles du monde, avec une capitalisation boursière d'environ 16 milliards de dollars. Elle maintient toujours ses positions en tant que l'une des plus influentes et importantes dans l'industrie automobile mondiale. Cela témoigne du long chemin parcouru sous la direction du fondateur et de ses héritiers, ainsi que de la certitude que l'héritage de Ford continue de vivre et de se développer, renforçant sa présence à l'échelle mondiale. Merci à tous pour votre attention et votre visionnage. J'espère que cette histoire vous a intéressé et qu'elle raconte les étapes clés du développement de l'un des noms les plus emblématiques de l'industrie automobile.